ce débat organisé par Gomet, grand débat sur le thème de la bio-inspiration pour inventer un futur désirable. Nous sommes dans une période qui a fait émerger cette réflexion que nous partageons, que nous avons certainement abusé de la nature, abusé du vivant et que nous ne savons pas trop comment trouver des solutions qui soient durables. On sait qu'il faut inventer des solutions non seulement qui préservent la nature, qui préservent notre environnement, qui préservent nos espaces de vie, mais qui les régénèrent, puisqu'on a beaucoup détruit. Ce sera l'objet de notre débat. Et on a dans l'invitation dit il faut agir par, avec et pour le vivant. C'est tout un programme, ce sera un peu la trame de nos échanges, comment on peut s'inspirer du vivant, ce qu'on appelle le biomimétisme, mais Emmanuel Delannoy nous dira ce qu'il en est exactement pour mettre en œuvre des solutions qui nous permettent d'inventer autre chose et de réparer aussi ce qui se passe. On aura des exemples concrets qui vont nous montrer qu'un certain nombre d'entreprises, d'acteurs ont déjà mis en œuvre ces principes et avec des résultats tout à fait tangibles et passionnants. Donc, nous allons commencer. Nous avons comme invité Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Merci, Patricia, d'être avec nous. Emmanuel Delannoy, auteur, consultant chez Picaya, et puis c'est lui qui nous a donné le prétexte de ce débat avec son bouquin Biomimétique, répondre à la crise du vivant par le biomimétisme, paru à la rue de l'Échiquier. Emmanuelle Ledoux, qui est directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, qui est à Paris et qui vient d'avoir des nouvelles sur le confinement, et on partage tout à fait les difficultés qu'il peut y avoir. Anne-Claudius Petit, qui est conseillère régionale, toute nouvelle présidente de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, mais qui est engagée depuis longtemps sur ces questions-là. Et puis Olivier Boquet, qui est architecte chez Tangram, où il essaye de travailler sur ce que l'on peut faire dans l'acte de bâtir, comme on dit, pour s'inspirer du vivant. Je vais tout de suite me tourner vers Emmanuel Delannoy. Emmanuel Delannoy, ce n'est pas le premier bouquin, il y avait eu un bouquin avant que vous avez sorti qui s'appelait La perma-économie, où vous nous disiez déjà qu'il fallait aller s'inspirer de ce qu'on faisait dans la permaculture, donc quelque part dans une agriculture nouvelle, pour penser l'économie. Et puis là, vous insistez sur la biomimétique. On a l'impression que ce que l'on pense de l'économie aujourd'hui, ce que l'on fait, ne vous satisfait pas, que cette dose massive qui fait un peu l'unanimité de keynésianisme, on met des milliards partout pour redémarrer la machine, vous nous dites peut-être c'est pas forcément ce qui va suffire pour retrouver une planète vivable ou avoir simplement une planète vivable et surtout désirable. Oui, alors vous avez utilisé le mot suffisant qui me convient, c'est qu'effectivement, je ne dis pas que ça n'est pas nécessaire. On est dans un contexte de crise, il faut une réponse conjoncturelle. Et effectivement, la pire des choses, ce serait de laisser le tissu social se désagréger sous l'effet d'une très grave crise économique et donc de créer de la détresse sociale et de la détresse humaine. Donc la réponse conjoncturelle est là pour amortir le choc, c'est un amortisseur. Mais après, quand on parle de crise, qu'est-ce que c'est qu'une crise finalement? Est-ce que c'est une poussée de fièvre et puis à un moment donné, après, il y a un retour à un état normal, entre guillemets, ou est-ce que c'est un révélateur de dysfonctionnement, de décalage, d'inadaptation profonde finalement de la manière dont notre économie fonctionne aujourd'hui par rapport au reste du tissu vivant? Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la crise et puis il y a ce qu'elle révèle. Et ce que la crise révèle, c'est qu'effectivement, nous avons une économie qui est à la fois extrêmement performante, mais en même temps très vulnérable, parce qu'elle est très spécialisée, parce qu'elle est très, non pas optimisée, mais maximisée dans ses processus, dans ses manières de faire, et que finalement, tout ça la fragilise. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater en écologie aussi. Toute espèce qui va être spécialisée sur une niche écologique très étroite est une espèce qui est vulnérable face aux changements qui vont intervenir dans son environnement. Et donc, le gros souci de notre économie aujourd'hui, c'est ça, c'est sa capacité d'apprentissage, sa capacité à écouter les signaux qui lui viennent de son environnement. Son environnement peut être politique, normatif, social, mais il est aussi écologique et vivant. Et donc, que l'économie... Ce que l'on dit sur il nous faudra 2 ans pour revenir
la croissance de 2019, c'est pas suffisant pour répondre à la crise. C'est une réponse, mais c'est pas une réponse suffisante. Alors, et c'est voilà, un bon exemple aussi, c'est que la croissance est là aussi un indicateur conjoncturel. Et finalement, quel est l'intérêt de mesurer la croissance si ce n'est de mesurer la capacité d'une organisation, d'un État par exemple, à rembourser ses dettes? Mais ça s'arrête là. Donc Kate Raworth, qui est une économiste anglaise, qui a proposé la théorie du donut comme analyse, qui est de dire finalement nous sommes dans un système de contraintes multiples dans lesquelles on a un plafond environnemental et ce plafond, sous l'effet des dégradations environnementales, il a tendance à se rapprocher du bas et puis on a un plancher social qui est le minimum nécessaire pour satisfaire les besoins humains. Et finalement, c'est pas, la croissance est un élément de réponse parmi d'autres, mais ce n'est pas la réponse. Et en plus, c'est un élément de réponse qui est pertinent dans certains contextes, pas dans tous les contextes. Ce qu'il faut, c'est préserver les marges de manœuvre et surtout restaurer ces marges de manœuvre. Et donc, c'est ça la vraie réponse, elle est d'abord dans la manière de poser la question, finalement. Alors, vous posez la question, mais enfin, vous ébauchez aussi des réponses qui sont plus de méthodes que de manuels de savoir-faire. Hein, mais dans ces méthodes, vous nous dites quand même, il faut aller regarder comment fonctionne le vivant. Et alors, je vais vous demander là de définir un petit peu les gros mots que vous employez, le biomimétisme, la bio-inspiration. En quoi s'inspirer de la nature peut effectivement nous inviter à réfléchir différemment? Alors, pour répondre à la question sur les définitions, on va prendre les deux mots principaux que vous avez utilisés, qui est effectivement la bio-inspiration. C'est toute approche qui va consister à aller rechercher dans les systèmes vivants, ça peut être les espèces, mais aussi les écosystèmes, et pourquoi pas la biosphère dans son ensemble, des sources d'inspiration pour innover. Mais il n'y a pas de notion d'éthique, entre guillemets, ni de finalité derrière ça. Donc ça peut être de la pure innovation technologique, y compris pour faire des choses qui vont être délétères. Le biomimétisme rentre dans une logique d'éco-conception, c'est-à-dire que là, on va chercher à faire en sorte de s'appliquer ce qu'on appelle les principes du vivant, c'est-à-dire ce sont des principes de coévolution finalement, hérités de 4 milliards d'années d'histoire évolutive commune entre toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Et ces principes du vivant rendent finalement la coexistence possible entre toutes les espèces aujourd'hui, rendent des interactions possibles. Et voilà, c'est à travers ces principes du vivant que dans la démarche du biomimétisme, on va pouvoir rentrer dans une approche, une finalité d'éco-conception finalement. Il s'agit de rendre compatibles nos organisations, nos innovations avec la dynamique globale de la biosphère. Et ça va être ça, et notamment, par exemple, analyser la crise à l'aune de ces principes du vivant, à l'aune de ce que peuvent nous apprendre les écosystèmes, ça va être, par exemple, dans les écosystèmes, on sait aujourd'hui caractériser ce qui rend un écosystème résilient. Il y a un certain nombre de paramètres comme la diversité, comme l'autonomie des éléments entre eux, comme la redondance, comme la capacité d'apprentissage, de rétroaction avec l'environnement extérieur. Or, ce sont souvent des caractéristiques qui manquent à notre économie telle qu'elle est organisée aujourd'hui. La diversité manque parce qu'on a énormément standardisé, énormément normé pour maximiser le profit, maximiser les flux, mais le problème, c'est que ça nous rend vulnérables. J'ai l'impression qu'il y a deux niveaux dans l'approche. Il y a un niveau que vous venez d'évoquer qui est, je dirais, macroéconomique, qui permet de voir l'ensemble du système économique, social dans lequel on est. Et puis, les applications, les interactions, les innovations que vont porter un certain nombre de nos intervenants, qui sont, elles, plus sur l'application à l'habitat des poissons au large du Frioul ou des Ambiers, etc. Donc, il y a quand même deux niveaux pour appréhender ce biomimétisme. Il y a un niveau micro sur des expérimentations, puis il y a un niveau macro. Est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Comment vous voyez la chose? On doit pouvoir naviguer entre tous ces niveaux, effectivement. On va dire que c'est une approche fractale, c'est-à-dire que c'est vraiment applicable à de l'innovation produit, procédé, l'innovation sur les matériaux, sur la chimie, etc. Et là, c'est le même principe. Il faut essayer de respecter les principes du vivant, qui sont des principes de biocompatibilité et d'éco-compatibilité. Et puis, il va y avoir des niveaux plus stratégiques, plus organisationnels, où pareil, on va interroger la compatibilité d'une organisation, d'une entreprise, d'une chaîne de valeur, l'ensemble des flux sur un territoire ou un État avec
finalement les écosystèmes qui supportent ces activités. Et c'est tout le grand problème d'ailleurs, c'est quand on parle d'empreinte écologique par exemple aujourd'hui, quand on parle de jour du dépassement, etc., on a juste le thermomètre qui nous indique que non, effectivement, nos activités ne sont pas compatibles avec les flux du vivant sur le territoire donné ou sur la biosphère dans son ensemble. Le problème, c'est qu'on a juste le thermomètre et qu'on n'a pas les éléments d'analyse qui nous permettraient d'identifier les réponses pertinentes. Et c'est là que le biomimétisme peut nous servir, par contre.